Moi, l'angle de vue avec lequel je vais aborder cette question de la coexistence et de l'éducation à la coexistence, elle est en rapport avec les moments forts et phares de la réforme en Tunisie, des réformes qui ont été faites et menées en Tunisie. Moi, je trouve que les réformes qui ont été faites, notamment l'abolition de l'esclavage, notamment l'égalité entre l'homme et la femme, Ahd el-Aman, le fameux Ahd el-Aman, l'inclusion des chrétiens juifs, c'est quand même un événement extrêmement inclusif et vraiment qui mérite respect de cette progression, de cette avancée qu'a faite la Tunisie en matière de coexistence. C'est quelque chose dont on devrait vraiment être fier que de considérer cette inclusion de catégories qui n'étaient pas justement incluses. Et quand on voit par exemple, moi je suis architecte et j'ai la tendance à déambuler dans les sentiers de la Médina, à apprécier l'esthétique et la beauté de la Médina, et vraiment, à chaque fois, je suis épaté. Comment dirais-je, vraiment épaté et impressionné par la beauté et l'esthétique de la Médina. Mais quand j'ai réalisé qu'au sein de la Médina, justement, la femme n'avait pas de droit de cité, tout compte fait. N'avait pas de droit de cité dans le sens elle n'était pas citoyenne à part entière, elle était exclue du domaine de la citoyenneté et donc elle ne faisait pas partie elle n'apportait pas des idées, elle n'animait pas le sha'n al-'am, la respublica, la chose publique dans les débats, etc. Et elle avait 2 moments dans sa vie où elle devait sortir. C'était le premier à se marier et le deuxième quand elle devait être enterrée. Bien évidemment, vous allez me dire, non, mais Aziza Othman et Saïda Manoubi, oui, heureusement qu'il y en a eu Saïda Manoubi, il y en a eu des femmes comme cela. Mais franchement, c'est une poignée de main. Tout compte fait, c'est une poignée de main. La grande masse des femmes, elles étaient complètement exclues. Et Dieu merci, il y a eu des réformes qui ont tenté de conjuguer avec ces catégories de gens bannis et d'exclus, notamment les esclaves. Récemment, j'étais à la maison... comment ça s'appelle, Dar al-Asram, le palais Dar al-Asram de l'association de sauvegarde de la Médina, et je voyais qu'il y avait le beau patio, j'imagine que vous connaissez tous, de Dar al-Asram, et juste à côté, il y avait un patio pour l'Ikhdam, ce qu'on appelle l'Ikhdam. Et à vrai dire, l'Ikhdam, c'est pour embellir, hein. C'est pour les esclaves. Il a fallu attendre 1846, comme vous connaissez tous, pour qu'il y ait abolition des esclaves en Tunisie. Et là, ça fait partie des balises, des moments clés où l'inclusion, la coexistence était en marge. Cette dynamique inclusive qu'a eu la Tunisie, mon beau pays, ma patrie, elle était dans cette dynamique d'inclusion. Mais il faut dire aussi une chose, et là il faut être réaliste, que cette dimension inclusive n'était pas tout le temps acceptée. Rappelez-vous Tahar al-Haddad, Allah yarhamou. Qu'est-ce qu'il a galéré ce monsieur? Un Zaytouni, un cheikh de Zaytouna, à l'instant même où il voulait que la femme devienne à part entière l'égale de l'homme, comme un oiseau qui doit battre des 2 ailes, et que la société, il lui est impossible de prendre de l'envol qu'à la condition de considérer cette égalité. Et bien qu'est-ce qu'il a enduré? Il a été marginalisé, et il a été évacué, comment on dit, il a été excommunié. Tout à fait, tout à fait. Pareillement, ceux qui ont appelé à l'abolition de l'esclavage, ça n'était pas accepté. Donc, c'est vrai, on est tout compris. Qu'est-ce qui se passe alors? On était dans une catégorisation relativement rudimentaire. Il était question d'une verticalité de la société, du patriarche, du paternalisme, et à un certain moment, il fallait que cette dynamique verticale, qu'elle s'abolisse, qu'elle s'anéantisse, au profit d'une horizontalité qui invitait la femme à participer, qui invitait les Noirs à participer, à devenir vraiment protagonistes de leur destin, et qui invitait avec le Ahd el-Aman, bien sûr, sans parler du contexte et du détail, les chrétiens et les juifs à devenir citoyens à part entière. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en est du XXe et du XXIe siècle? Eh bien, le XXIe siècle, il a ramené N catégories qui n'étaient pas de mise à l'époque. N catégories, et qui sont des catégories de gens marginalisés. Et donc on est appelé plus que jamais à considérer cette complexité de la coexistence, de la culture de la coexistence et de l'éducation de la coexistence. Et si on fait le déni, on continue, parce qu'avant il y avait un déni aussi.
les Noirs, qu'est-ce qu'ils étaient? Des êtres humains? Pas sûr. Les femmes, pas sûr. Vous savez, les femmes, elles n'ont pas le cerveau de l'homme. Tout ce déni-là culturel, nous le connaissons. Maintenant, il y a un déni vis-à-vis d'autres catégories et il y a besoin d'être inclusif. Il faut que, est-ce que vraiment, si dans l'éducation, le système éducatif, on ne parle pas des juifs, il n'y a pas des textes juifs, il n'y a pas des versets juifs, il n'y a pas de versets chrétiens, il n'y a pas de versets bahaï, il n'y a pas inclusion des agnostiques, des athées, toutes ces catégories marginalisées, eh bien qu'est-ce qu'on est en train de créer? On est en train de créer, encore une fois, une dictature d'une majorité au profit d'une minorité. Et quand on pense à un Einstein, est-ce qu'il était minoritaire ou majoritaire, Einstein, dans le domaine de la physique? Quand on pense à des sommités, donc on s'en fout vraiment du nombre d'individus. Ce qui compte le plus, c'est la noblesse de l'homme. Toutes les déclarations universelles, tous les versets coraniques, bibliques, toratiques, et j'en passe, tout révèle, nous donne un exemple parfait que l'être humain est noble. Et donc, sommes-nous conscients de cela? Moi, je pense que si on n'est pas dans cette logique de coexistence, si on ne réalise pas cette noblesse, tout à l'heure, monsieur docteur Hogan, il avait dit quelque chose de subtil et moi j'ai noté cela. Il a rattaché la coexistence à la croissance. Est-ce que nous pensons à cela? Sommes-nous capables d'articuler croissance à coexistence? Moi je pense que jusque-là, le déni provient de cette négation, de cette entité. Qu'est-ce que un Baha'i pourrait ramener à la société tunisienne? Qu'est-ce qu'un athée il pourrait contribuer à la société tunisienne? Qu'est-ce que le jeune est encore une catégorie qui est exclue au sein de la société? Donc on a besoin d'inclure toutes ces dimensions parce qu'il en va de cette noblesse de l'humain. Et quand on considère qu'on n'a pas besoin d'intégrer dans l'éducation, le système éducatif, les textes d'ici et de là, les déclarations universelles, les valeurs humaines en général, quand on ne les intègre pas, on est dans une conscience discriminatrice et discriminatoire, qu'on le veuille ou pas. Et donc, du coup, il faut qu'on réalise qu'on est en train de se priver d'un potentiel. Est-ce qu'on réalise que le potentiel de ces jeunes est extraordinaire? Est-ce qu'on réalise que, par exemple, les Bahaïs pourraient, puisqu'ils ont une expérience internationale dans tous les pays du monde, dans tous les villages, dans toutes les tribus, comme dans toutes les villes, ils pourraient contribuer. Or, nous, la tendance, c'est de ne pas voir et de faire le déni de cette existence et de cette richesse. Et donc, si on ne considère pas, et là je vais finir avec كلمة بالعربية إنه كلكم أثمار شجرة واحدة وأوراق غصن واحد. Si on ne réalise pas l'unité de l'humain, eh ben, on ne va pas s'en sortir et la polarisation qu'on est en train de voir, elle va de plus en plus s'amplifier. Et merci beaucoup. Et je m'excuse pour